En Algérie, les 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre ont participé vendredi soir à un débat télévisé au format très contrôlé. Tous les 5 se sont efforcés de défendre leur programme. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a bouclé vendredi le procès du contentieux né de la réélection contestée du président Peter Mutharika. Cette Cour a maintenu 45 jours pour donner son verdict. L'ex-archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond Tutu, hospitalisé depuis mercredi au Cap, devrait être en mesure de rentrer à son domicile d'ici quelques jours. C'est ce qu'a indiqué vendredi sa fondation. C'est là le grand as de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Algérie, les 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre ont participé vendredi soir à un débat télévisé au format très contrôlé. Tous les 5 se sont efforcés de défendre leur programme en restant toutefois sur les généralités. Reportage. Des candidats à la présidentielle réunis sur un plateau télévisé pour un débat de 3 heures retransmis en direct par les chaînes de télévision publiques et privées ainsi que la radio nationale. L'exercice est inédit en Algérie et s'inscrit dans le cadre du scrutin du 12 décembre. En face des 5 candidats, 2 journalistes de la télévision et 2 de la presse écrite. Si le ton est resté très courtois, il n'y a eu aucun débat contradictoire ni d'échange direct entre les candidats. Les téléspectateurs ont plutôt assisté à une prise de parole successive des candidats sur les mêmes sujets. Organisé par l'autorité nationale indépendante des élections, ce passage télévisé intervient à 48 heures de la fin de la campagne électorale marquée par les manifestations de protestation du Irak. Ce vendredi, une foule immense a encore défilé à Alger contre le pouvoir, rejetant massivement le scrutin du 12 décembre que le régime persiste à vouloir organiser avec en lice des personnalités qui ont fait partie, à un moment ou à un autre, de l'entourage de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril après 20 ans de présidence. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a bouclé vendredi le procès du contentieux né de la réélection contestée du président Peter Mutharika. Cette Cour a maintenu 45 jours pour donner son verdict, un verdict très attendu sur la validation ou l'annulation du scrutin. Clap de fin pour les audiences sur le contentieux électoral au Malawi. La Cour constitutionnelle a bouclé ses travaux vendredi en toute quiétude. Je devrais commencer par féliciter la magistrature d'avoir très bien géré le processus. Cela a dû être une chose difficile compte tenu des tensions qui existaient. Et je dois également féliciter le public malawite pour sa compréhension, sa patience et son calme. Nous n'avons eu aucun incident devant les tribunaux ou à l'extérieur du tribunal pendant la période de soumission. Et je pense que l'atmosphère paisible restera. Les audiences terminées, la Cour constitutionnelle dispose de 45 jours pour donner son verdict très attendu sur la validation ou l'annulation du scrutin de mai 2019 qui a vu la réélection contestée du président Peter Mutharika. Dans chaque camp, on se veut confiant. Le parti du Congrès du Malawi pense avoir démontré de plusieurs façons qu'au moins 1 million de bulletins étaient irréguliers, tandis qu'en face, on nie farouchement toute fraude. Les observateurs pensent pour leur part que, quelle que soit la décision finale de la Cour constitutionnelle, ce dossier devrait marquer un tournant dans l'histoire politique du Malawi. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba n'a pas nommé son fils Noureddine à la tête des services de la présidence pour en faire son poulain pour la présidentielle de 2023. Il l'a plutôt nommé pour ses compétences et la confiance absolue qu'il a en lui, a expliqué ce vendredi le porte-parole de la présidence gabonaise. On l'écoute pour plus de précisions. Pour ce qui est
de la volonté de présenter un poulain pour 2023 ou pour des futures échéances présidentielles. Je pense qu'il faut rester sur les faits. M. Noureddine Bongo-Valentin est là pour accompagner le chef de l'État dans sa politique. Il faut éviter toute fiction et rester concentré, comme je le disais, sur les faits, qui sont aujourd'hui que M. Noureddine Bongo-Valentin mettra ses compétences au profit de la politique du chef de l'État et au profit et au bénéfice des populations. M. Noureddine Bongo-Valentin dispose de la confiance absolue du chef de l'État qui est libre de choisir, sans exclusive, les personnes avec lesquelles il souhaite travailler. La perquisition qui a été faite ce jour au domicile de M. Brice Lacuche-Alianga respecte la loi. Elle a été faite en présence du procureur de la République, qui lui est seul maître de l'instruction. Donc si le procureur de la République amène la presse à ses côtés pour mener cette opération, j'estime et j'espère qu'il est dans le respect strict des procédures et de la loi. Un collectif international d'avocats s'est ému vendredi face à une arrestation. Il s'agit de la mise aux arrêts d'un responsable d'une ONG tchadienne de défense des droits de l'homme. Il a été écroué au Tchad, accusé de meurtre et de complicité de meurtre. Reportage. Le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme a bel et bien été placé jeudi soir sous mandat de dépôt après plusieurs jours de garde à vue. Mohamed Nour Ahmed Ibedou est accusé de meurtre et complicité de meurtre. Une décision illégale et arbitraire selon un collectif international d'avocats. L'accusé a été conduit à la prison d'Amsinéné de N'Djamena selon une source judiciaire. Le juge n'a pas livré davantage de détails sur les faits reprochés à l'intéressé. À en croire la presse tchadienne, l'inculpation est liée à la mort d'une adolescente de 14 ans. Le petit-fils de Ibedou est accusé de son meurtre. Les avocats du défenseur des droits de l'homme contestent cette accusation et assurent qu'il avait été initialement mis en garde à vue pour répondre uniquement de faits de diffamation. Selon la Conférence internationale des barreaux, un collectif d'avocats de 40 pays francophones, dont une dizaine de représentants, était venu jeudi au palais de justice pour tenter d'assister le mis en cause. Il faut immédiatement libérer l'accusé. Au Kenya, les recherches de survivants se poursuivent à Nairobi après l'effondrement d'un immeuble résidentiel. On déplore au moins 3 morts. Reportage. Au moins 3 personnes sont décédées ce vendredi et de nombreuses autres étaient craintes de rester piégées après l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Nairobi, la capitale du Kenya, déclenchant une recherche paniquée de survivants sous les décombres. Les spectateurs ont envahi les ruines torsades du bâtiment de 6 étages en utilisant leurs mains nues pour tirer les blessés recouverts de poussière sous les énormes dalles de béton. La Croix-Rouge kenyane a déclaré que 11 survivants avaient été récupérés dans le bloc aplati du domaine de Tassia, un quartier densément peuplé près de l'aéroport international. At least right now, I cannot give estimate. Pour l'instant, je ne peux pas donner le nombre exact de personnes qui sont à l'intérieur parce que nous ne faisons que deviner. Même le concierge, nous ne l'avons pas vu. Le chef était ici pour interroger les gens sur combien de personnes étaient ici. Je pense que c'est le gouvernement qui doit prendre l'initiative pour avoir un registre dans chaque maison de combien de personnes y habitent. Ça devrait être fait par le chef et la police. And it should be done by our chief and our police. À Mbakassi, on est toujours dans l'actu pour de mauvaises raisons, pour des effondrements de bâtiments. Vous savez ce qui s'est passé ici montre qu'il faut bien planifier la construction. Proper planning as far as construction of buildings is concerned. La recherche était en cours avec des équipes de sauvetage spécialisées et des engins de terrassement lourds se mêlant à des volontaires et des bardeaux au chalut à travers l'épave.
En bref, en image, au moins 8 personnes, dont des policiers, ont été tuées vendredi soir dans l'attaque des bus par des militants islamistes somaliens Shebab dans le comté de Majir, dans le nord-est du Kenya, a annoncé samedi la présidence kenyane. Les Shebab ont revendiqué dans un communiqué cette attaque qui a, selon eux, abouti sur les meurtres de 10 croisés, parmi lesquels des agents secrets de sécurité et des employés du gouvernement. La police kenyane avait annoncé vendredi soir dans un communiqué sans fournir plus de détails que le bus circulait entre les localités de Majir et Mandera quand l'attaque a eu lieu vers 17h30, soit 14h30 GMT. Toujours en bref, et en image cette fois, l'ex-archevêque du Ouest sud-africain et prix Nobel de paix Desmond Tutu, hospitalisé depuis mercredi au Cap, au sud-ouest du pays, pour une infection, devait être en mesure de rentrer en son domicile d'ici quelques jours, a indiqué vendredi soir sa fondation. Desmond Tutu, qui a fêté ses 88 ans en octobre, souffre d'un cancer de la prostate depuis plus de 20 ans. Infatigable défenseur des droits humains et proche de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud démocratique, il a reçu le prix Nobel de paix en 1984 pour son engagement contre l'apartheid aboli en 1994. Il est récemment apparu en public tout souriant en novembre avec les Springboks après leur victoire en Coupe du Monde de rugby, et en octobre avec le prince Harry en visite en Afrique australe. Le Liban, secoué par un mouvement de contestation sans précédent vendredi, le premier ministre démissionnaire Saïd Hariri a plaidé pour une aide financière, auprès donc de plusieurs pays arabes et occidentaux dans un contexte de crise aiguë. Reportage. La situation économique et financière du Liban était déjà très précaire avant le début du mouvement de contestation. Mais la situation s'est nettement dégradée ces dernières semaines face à l'impasse politique. Au nombre des complications, des restrictions bancaires croissantes, une pénurie de liquidités et de vives craintes d'une dévaluation de la monnaie nationale indexée au dollar depuis 1997. Pour remédier à la pénurie de liquidités et satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens en matière d'importation, le Premier ministre a envoyé des lettres aux chefs d'État et premiers ministres de pays frères et amis. Les pays ciblés sont la France, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Égypte et la Turquie, selon le texte. En effet, Saad Hariri, chargé de gérer les affaires courantes après avoir démissionné le 29 octobre sous la pression de la rue, a réclamé une aide sous la forme de lignes de crédit afin de garantir la pérennité de la sécurité alimentaire et l'importation des matières premières pour la production dans divers secteurs. Tout transfert bancaire externe en devises étrangères étant désormais interdit, les importateurs libanais ont de plus en plus de mal à honorer leurs fournisseurs, ce qui a perturbé les importations de plusieurs produits de première nécessité. Il est à noter que le Liban croule sous une dette de plus de 86 milliards de dollars, soit 150% du PIB. Selon la Banque mondiale, la croissance économique devrait reculer de 0,2% cette année. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.